Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Au sommaire, le gouvernement togolais a mobilisé un fonds financier dans le but de dynamiser sa gestion des ressources halieutiques et de faire face au changement climatique. Ce plan gouvernemental est prévu sur une période de 5 ans. Les précisions dans ce journal. Lors du sommet africain sur le climat, la BOAD a pris des initiatives et engagements dans le but de faire face au dérèglement climatique auquel sont confrontés les pays africains. Et puis en France, l'utilisation du biocide fipronil est autorisée par le ministère de la Transition écologique. Cette nouvelle mesure suscite des débats auprès de la population. C'était les titres, voici pour vous le journal. Le gouvernement togolais veut dynamiser sa gestion des ressources halieutiques à travers des actions ciblées pluriannuelles. Ce plan prévu sur 5 ans devrait mobiliser 205,54 milliards de francs CFA. L'objectif est d'améliorer la gouvernance de l'économie bleue et de faire face ainsi aux effets du changement climatique dont souffre le secteur de la pêche au Togo. Plus de précisions dans ce commentaire. Au Togo, 110% des activités économiques sont liées à la façade maritime et le pays en tire plus de 115% de ses recettes fiscales. Cependant, confronté au changement climatique, la production halieutique peine à se stabiliser jusqu'à cette année. Pour booster ce secteur, l'exécutif a élaboré un plan promotionnel de l'économie bleue de 205,54 milliards de francs CFA sur 5 ans. Le secteur de la pêche au Togo représente 4,5% du PIB et emploie plus de 20 000 personnes. En 2021, les recettes douanières réalisées au port autonome de Lomé constituaient 80% du total des activités maritimes et 60% des revenus de l'État. Des données qui témoignent de l'importance de l'océan dans l'économie togolaise et par conséquent, il est nécessaire d'assurer sa protection. Selon l'économiste Kodio Seubo, ce nouveau plan quinquennal permettra de réduire la surpêche et le phénomène de la pêche sauvage. Avec 56 km de côte, une zone économique exclusive à fort potentiel et un positionnement stratégique de son port, le Togo aspire à devenir un champion de l'économie maritime et de la croissance bleue en Afrique. Une fois ce plan validé, il permettra d'élaborer la gouvernance de l'économie bleue, d'assurer la protection des ressources halieutiques et de réaliser les réformes nécessaires pour doter le secteur de la pêche d'un arsenal juridique afin de réglementer les différentes activités. Les éléphants des forêts, les gorilles et d'autres grands animaux frugivores jouent un rôle clé dans la séquestration du dioxyde de carbone. Ces animaux qui sont au centre de tous les trafics contribuent à la dispersion des graines des grands arbres qui stockent mieux le dioxyde de carbone dans les forêts tropicales. Une étude publiée récemment dans la revue PLOS Biologie prévient contre le braconnage de ces espèces clés dans la restauration des forêts tropicales. Alessandra Adekambi. Face à l'urgence climatique, les décideurs, les partenaires financiers, les organisations de la société civile multiplient des assises et des initiatives dans l'optique d'atténuer le réchauffement de la planète. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la capture et la séquestration du dioxyde de carbone font partie des solutions à la crise climatique. Et dans cette optique, les grands animaux frugivores jouent un rôle clé qu'il convient de prendre en compte lors des prochaines rencontres internationales sur le climat. Dans un article publié dans la revue PLOS Biology, l'accent est mis sur la contribution de l'éléphant de forêt, du gorille, du tapir, du kalao, du casoar à casque et d'autres grands animaux à la dispersion des grosses graines provenant d'espèces d'arbres à forte capacité de stockage de carbone. Mais partout sur la planète, ces grands animaux frugivores sont victimes de braconnage. En Afrique centrale, l'éléphant de forêt paye le plus grand loup tribut à cause de ses défenses qui se vendent sur le marché noir en Afrique et en Asie. Le Gabon abrite 2/3 de la population d'éléphants de forêt, a perdu 11 000 individus entre 2004 et 2012 à cause du braconnage. Ce phénomène s'est accéléré ces dernières années en Afrique à tel point que l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé 7 sous-espèces d'éléphants sur sa liste rouge d'espèces menacées.
La défaunation des grands primates et tapirs qui dispersent les graines d'arbres à grosses graines, dont la densité de bois est plus élevée, devrait entraîner des pertes à long terme de la biomasse aérienne des arbres de 3 à 6% en moyenne, mais pouvant aller jusqu'à près de 40%. Atténuation, adaptation et résilience au changement climatique, c'est le véritable cheval de bataille des pays africains confrontés au dérèglement climatique. Au cours des discussions lors du sommet africain sur le climat qui s'est déroulé du 4 au 8 septembre 2023, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD a pris des initiatives et engagements concrets en faveur de la résilience et de l'adaptation au changement climatique en Afrique. Le commentaire est signé Alessandra Adekambi. L'ensemble de l'Afrique de l'Ouest face au changement climatique exige des réponses urgentes pour la résilience et l'adaptation des populations. Ces réponses sont surtout d'ordre infrastructurel et financier. La Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD en fait son credo dans un contexte global marqué par le manque de financement climatique. Elle a décidé de consacrer 25% de ses engagements financiers, soit 825 milliards de francs CFA, au renforcement de la résilience des populations au changement climatique. La BOAD compte décupler ses financements climatiques à travers le Marketplace, une nouvelle initiative en cours d'implémentation en Afrique. Il se présente en 3 phases dont la première prendra place à l'occasion du West African Carbon Market Hub qui se déroulera du 26 au 28 septembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un appel à projets sera donc lancé dans l'optique d'identifier un groupe de projets susceptibles d'être accompagnés par la BOAD ou d'autres institutions financières. La deuxième consistera à soumettre les projets identifiés aux avis d'analystes et ingénieurs financiers. Ces derniers amélioreront les projets retenus et le renforceront par des critères de lisibilité. Les financements alloués par la BOAD au profit des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sont destinés à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national des pays membres de la contribution aux objectifs de l'accord de Paris, mais aussi à la réalisation des objectifs de Fonds vert pour le climat. Les forêts du Madagascar subissent une importante déforestation depuis des années. Cette déforestation abusive est due au manque de moyens de subsistance de la population, à la rareté des pluies, à la sécheresse et à la famine. Le gouvernement de ce pays, afin de trouver une solution à ce phénomène, a mis en place une campagne de reboisement et de sensibilisation des jeunes dans le but de restaurer le couvert végétal du pays. Suivons. Le Madagascar a perdu en 60 ans près de 40% de ses forêts naturelles. Ceci à cause de la déforestation massive et de la coupe d'arbres abusive des réfugiés qui ont fui les régions touchées par la famine pour se retrouver dans la zone forestière du sud. C'est le cas de l'aire protégée de Titangambarika située dans le sud du pays. Cette déforestation, qui a un impact direct sur l'environnement, engendre plusieurs conséquences. Les pluies sont rares et la sécheresse frappe de plein fouet le sud de l'île, entraînant une famine sans pareil. Cette déforestation est justifiée dans la région par le manque de moyens de subsistance chez les populations. On coupe du bois pour se réchauffer, pour vendre ou pour en faire du charbon de bois qui est commercialisé dans le but d'avoir une source de revenus. Augustin Lambeau, un agriculteur, est une victime de la déforestation. Il a perdu sa rizière à cause de la sécheresse et a décidé de se joindre aux habitants du village pour se faire former et adhérer au processus de reboisement de l'aire. Il est certain que si la forêt revient, la pluie sera de retour et il pourra ainsi retourner à l'agriculture. Alors cette aire protégée de Titangambarika, c'est à peu près 59 000 hectares d'aire protégée. Et dedans, il y a une partie donc, qui a été dégradée. On est à environ 2000 hectares à restaurer sur les années à venir. Il fallait absolument trouver des activités économiques durables pour ces populations-là. Donc création de chaînes de valeur, comme par exemple, on a développé sur ce site différentes formations pour les accompagner à devenir des entrepreneurs, apiculteurs, dans la forgerie. Et il y a aussi une expérience qui est en train de se faire, c'est
la mise en place d'une filière de vanille zéro déforestation et biologique. Aujourd'hui, le Madagascar subit les conséquences de cette déforestation à travers l'érosion des sols, la perte de sa biodiversité et la sécheresse qui entraîne la famine. Le gouvernement a prévu mettre en place une campagne de reboisement avec comme objectif 40 000 hectares par an en plantant 40 millions de jeunes pousses grâce à la mobilisation de la population. Une mobilisation qui passe par la formation et la sensibilisation des jeunes pour une plus grande implication. L'espace devient de plus en plus pollué par des débris autour de l'orbite terrestre. En Australie, une boule de feu a jailli de l'obscurité dans la capitale Melbourne au début du mois. Ces débris constituent des risques pouvant créer des dégâts de collision en orbite qui finissent sur la Terre. Rafitou Mberikou nous fait le point. Des millions de débris spacieux circulent autour de l'orbite terrestre, dont 36 000 objets de plus de 10 cm. Conséquence, ces débris présentent des risques majeurs. D'abord, ils peuvent créer des gros dégâts lors des collisions en orbite et ensuite, ils finissent par retomber aléatoirement sur Terre. À Melbourne, la capitale de l'État de Victoria au sud-est de l'Australie, une étrange boule de feu a jailli de l'obscurité aux alentours de minuit. La traînée lumineuse transperce le ciel, le traverse à l'image d'une étoile filante. Alors que certains le filment, l'agence spatiale australienne confirme qu'il s'agit des débris d'une fusée envoyée par l'agence russe Cosmos. Des débris parmi tant d'autres, il en existe 1 million mesurant plus d'1 centimètre ce jour en haut, selon l'agence spatiale européenne. Probablement, ce sont des satellites abandonnés, des fragments causés par les exploitations ou encore des morceaux de fusée. La majeure partie de ces objets non fonctionnels se calcinent une fois tombés dans l'atmosphère avec la température allant jusqu'à 1600 degrés. Selon Christophe Bonal, expert dans les débris spatiaux au Centre national d'études spatiales, environ 20% de la masse des objets survivent à la rentrée, générant les risques de tuer quelqu'un. Il réaffirme qu'un très gros objet rentre environ tous les 3 jours dans notre atmosphère. D'après une estimation du cabinet Euroconsult, 7000 satellites sont actuellement en orbite avec la promesse de lancer 24 500 de plus au cours de la prochaine décennie. Ces chiffres révèlent la question des risques de collision. Il est alors nécessaire d'avoir des actions au niveau international pour éviter la pollution. Pour ce faire, 5 règles internationales sont à respecter, parmi lesquelles l'interdiction de faire des essais anti-satellites ou l'obligation de changer de trajectoire d'un satellite lorsqu'une menace se présente. La start-up ClearSpace, en contrat avec l'Agence spatiale européenne, a développé une pince servant de retirer un débris. C'est une première mission de nettoyage de l'espace qui sera lancée en 2026 à venir. L'espace a besoin d'un bon coup de balai. En France, le ministère de la Transition écologique a autorisé par dérogation l'utilisation du fipronil pendant 6 mois. C'est une substance chimique de produits phytosanitaires et d'antiparasitaires. Ce biocide, dont l'usage est interdit en France et en Europe, va permettre à l'association Nature Indien de lutter contre la prolifération des différents prédateurs afin de protéger le gecko vert de Manapani. Cette mesure suscite des débats chez les populations. Le récit est signé Rafitou Mberikou. Le mois dernier en France, le ministère de la Transition écologique a autorisé par dérogation la vente et l'utilisation d'un biocide, le fipronil, une substance active de produits phytosanitaires et d'antiparasitaires vétérinaires qui présente un effet insecticide et acaricide. Appartenant à une famille chimique des phénylpyrazoles, l'usage de cette substance est interdit en 2004 en France et en Europe. Cette disposition temporaire de 6 mois permet à l'association Nature Indien d'utiliser cette substance. La dite association a pour objectif de lutter contre la prolifération des fourmis folles jaunes qui menacent le gecko vert de Manapani. Elle se charge également à affronter les différents prédateurs du petit lézard, d'où l'utilisation du fipronil. La secrétaire régionale d'Elve n'étant pas d'accord avec cette autorisation par dérogation de l'utilisation du fipronil affirme que dès qu'on met les pesticides dans le sol, ce sont aussi les autres colonies de fourmis qui sont impactées.
les abeilles et beaucoup d'autres invertébrés. Toutefois, l'association tient à protéger les geckos verts de Manapani. Elle promet d'en faire bon usage de l'insecticide. Le gecko vert de Manapani est une espèce endémique de l'île de la Réunion. Il est désormais classé en danger critique d'extinction. L'irrigation des cultures est une solution face au changement climatique. Ainsi, cette technique d'humidification des terres pourrait aider les agriculteurs du Canada à faire face au changement climatique ces dernières années. Cela permettra à la production agricole de garder le cap malgré les difficultés. Viva Samana nous donne plus de détails dans ce commentaire. Des régions sèches se comptent dans plusieurs provinces du Canada et cela prouve que les cultures souffrent à se reproduire après les semis. Néanmoins, les producteurs agricoles font pousser des cultures grâce à une série de petits arroseurs attachés à des tuyaux et alimentés par des moteurs électriques qui dispersent l'eau dans les champs. Ces systèmes d'irrigation se répandent un peu partout au Canada et permettent aux agriculteurs de continuer la production agricole malgré la sécheresse. Selon l'Alberta Water Portal Society, 625 000 hectares de terre sont irrigués dans la province occidentale canadienne. Cela ne représente que 5% du territoire agricole de la province et totalise 19% de la production agricole. Le directeur général du Broad River Irrigation District, Richard Phillips, estime qu'il y a des endroits où il n'y aurait pas de culture agricole sans l'irrigation. Plusieurs experts affirment qu'au cours des années les plus sèches de la normale, comme celle que connaît la province de l'Alberta, l'irrigation est souvent la seule chose qui empêche la catastrophe agricole à part entière. Richard Phillips estime que c'est une excellente assurance contre la sécheresse. Le besoin d'irriguer les sols devient de plus en plus grand avec la sécheresse qui s'installe depuis plusieurs années au Canada. Des fonds d'investissement colossaux sont débloqués pour remettre en état les anciens équipements d'irrigation et pour construire également des réservoirs de stockage d'eau pour une gestion efficiente de cette denrée vitale et indispensable. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et excellent début de semaine à tous.